tous. Donc, nous allons vous présenter l'opération qui s'appelle Paris-Austerlitz, alors qu'on appelle, nous, de notre doux nom, A7 A8, dans Paris-Rive-Gauche. Donc, juste un petit rappel sur l'opération Paris-Rive-Gauche. Donc, c'est une opération d'urbanisme qui s'étend sur à peu près 130 hectares entre la gare d'Austerlitz et la ville d'Ivry. Donc, qui est un projet urbain dans toute la mixité de ses fonctions. Et les deux objectifs majeurs de cette opération étaient à la fois de relier Paris à Ivry, avec l'obstacle notamment du périphérique, mais aussi relier l'ancien 13e à la Seine, puisque l'ancien 13e en est coupé en raison de la présence des voies ferrées. Donc ici, on est à l'ouest de l'opération, dans le quartier d'Austerlitz. Et dans le quartier d'Austerlitz, et donc l'objectif de l'opération est de créer un véritable petit morceau de ville, un îlot urbain, dans un secteur qui est aujourd'hui encombré par divers bâtiments de la SNCF, et puis surtout avec une cour muséum complètement dédiée à la voiture. Donc voilà le petit film d'animation. Je vais mettre mes lunettes, excusez-moi. Ça ira mieux. Donc, qui vous situe un peu mieux cette opération, donc de la gare d'Austerlitz et ses abords, le long du boulevard de l'Hôpital. Et évidemment, cette opération est également l'occasion d'une rénovation complète de la gare. Mais ça, Benoît Bruno vous en dira un mot un peu plus long tout à l'heure. Le programme de l'opération, c'est un programme mixte comprenant bureaux, logements sociaux, logements intermédiaires, résidences pour étudiants, hôtels, commerces, et puis quelques fonctions de la gare, et notamment un parc de stationnement public. Donc, et évidemment, on est dans un secteur très particulier, à la fois avec une présence de végétal importante, mais surtout des monuments historiques. Évidemment, la gare d'Austerlitz elle-même, qui a d'ores et déjà commencé sa rénovation, et notamment la rénovation de la grande halle. Et puis, évidemment, le bâtiment des grandes divisions de la Pitié-Salpêtrière. Donc, le projet est aussi l'occasion de mettre en valeur ce bâtiment, d'abord en le dégageant, et surtout en agrandissant le jardin qui est à ses pieds, qui sera agrandi d'environ 3000 mètres carrés. Évidemment, ce projet, on l'a voulu avant tout ouvert sur son quartier, avec d'abord une liaison piétonne, avec une cour muséum totalement rénovée, dégagée, et qui permettra de franchir la gare et d'aller un petit peu plus loin dans le quartier de Paris-Rive-Gauche. Et puis évidemment des liaisons qui démarrent du boulevard de l'Hôpital, qui franchissent le jardin, le futur îlot A7 A8, la cour muséum, la gare, qui emmènera directement notamment au pont Charles de Gaulle. Nous, en parallèle, en tant qu'aménageurs de cette opération, nous réalisons ce qu'on appelle la voie de liaison, qui sera évidemment la voie de desserte de cet îlot. Et nous construisons notamment un pont dont les travaux vont démarrer l'année prochaine, franchissant les voies ferrées quasiment au niveau de la gare d'Austerlitz. Côté opération d'aménagement, l'avenue Pierre Mendès France est aujourd'hui quasiment totalement construite. Le dernier immeuble devrait être livré l'année prochaine. Il s'agit de l'immeuble dans lequel viendra s'implanter Le Monde et divers journaux comme Le Nouvel Obs. Voilà. Je ne sais
pas si oui, ça fonctionne. Merci. Sandrine a commencé à vous dresser les grandes lignes et l'échelle de travail à laquelle on se situe sur ce projet. Moi, je suis ravi d'être ici pour vous parler de la petite sœur des grandes gares parisiennes, puisqu'en fait, en termes de fréquentation, la gare d'Austerlitz, c'est la plus modeste en termes de fréquentation voyageurs, mais elle a un potentiel important de développement que l'on souhaite préserver en termes ferroviaires à l'avenir. Et malgré sa petite taille en termes de fréquentation purement ferroviaire, on voit bien l'échelle de travail dans laquelle on s'inscrit, à la fois en termes d'intermodalité. C'est le deuxième grand ingrédient, je dirais, chez Gares & Connexions qu'on aime développer au-delà du train, parce qu'évidemment, à la SNCF, on aime faire du train, toujours plus de train, et vous faire apprécier le train. Deuxième ingrédient, c'est l'intermodalité de tous ordres. Ça a commencé à être illustré, on essaiera de vous l'illustrer également. L'intermodalité qui évolue, qui bouge très vite en termes d'usage. Et notamment, on doit développer aujourd'hui des offres d'intermodalité pour tous les modes de doux et les nouvelles mobilités urbaines notamment. C'est un vrai enjeu. Et le troisième ingrédient qu'on apprécie chez Gares & Connexions dans toutes les gares, enfin les autres gares parisiennes ou les gares des métropoles en particulier, c'est cette dimension urbaine et d'intégration dans des programmes plus vastes. Et c'est un peu ce qu'on résume dans notre vocabulaire en appelant ça un city booster. Et le tout dans une raison d'être SNCF qui est évidemment d'être dans un environnement durable. Alors, comment avons-nous fait cette opération ? On l'a lancée en fait conjointement avec la CEMAPA il y a quelques années. D'abord en ayant une notion de schéma directeur, puisque Sandrine évoquait le fait qu'on avait des zones un peu encombrées. L'histoire fait que ce genre de site un peu ferroviaire, c'est effectivement par l'absence de plan guide ou de schéma directeur, c'est au fil du temps développé avec des éléments de composition pas toujours très bien ordonnés et pas toujours bien réfléchis dans la durée. Et donc on a repris les choses, je dirais, avec la hauteur qu'il fallait, avec une vision de schéma directeur en 2013, en ayant une organisation de projet public conjointe entre la CEMAPA et SNCF et la ville sur différents éléments de programme sur lesquels on reviendra. Donc la CEMAPA pour la partie opération de bureaux, locaux d'activité et associatifs, hôtels, et pour Gares & Connexions sur les ensembles programme commercial et parcs de stationnement, et pour la ville, pour la réalisation du programme de logements sociaux. Ce qui aboutit à un développement de projets multipartenaires. C'est vrai que c'est une dimension que l'on n'a pas toujours dans ces échelles de projets, avec des opérateurs et des entités publiques qui sont dans la boucle. Le deuxième point, c'est la slide d'après, c'est que c'est également un collectif d'architectes qui développe cette approche. C'est une autre vue qui vous illustre la dimension du travail de site, mais Dietmar Fechtinger vous reviendra peut-être plus en détail sur les différents éléments de composition urbaine. Je crois qu'on est sur un site qui doit faire 6 ou 7 hectares au global, donc il y a vraiment un travail à grande échelle à mener avec toutes ces fonctions que nous évoquions déjà juste avant, entre les éléments ferroviaires, les éléments d'intermodalité et tout le programme urbain. Sur la slide suivante, vous voyez la méthode qui a été adoptée depuis quelques années. C'est vraiment de la co-conception au travers d'ateliers de conception depuis bientôt 4 ans et demi, qui font intervenir évidemment les opérateurs, la CEMAPA, SNCF Gares & Connexions, la ville, mais tous les acteurs, toutes les parties prenantes du projet qui ont collaborer, contribuer à la co-conception de ce vaste programme en 2 phases. Une première sur les éléments programmatiques et les grands volumes, et une deuxième sur la partie plus traitement architectural et façade, qui aboutit aujourd'hui à un programme et un projet stabilisé. Et au total, c'est pas moins de 26 ateliers qui ont eu lieu ces dernières années. Une slide qui vous illustre la mixité d'usage. Donc pour les quelques-uns d'entre vous qui prennent parfois la gare, donc il y a quand même quelques trains qui accostent à la fois en surface et aussi et surtout, je dirais, sur le RERC en dessous de la gare, ce qu'on appelle les gares souterraines des grandes gares parisiennes. Il y en a d'autres à la gare du Nord et à la gare de Lyon, par exemple. Et tout ce qui est intermodalité métro, puisqu'on a également des hubs d'interconnexion avec les autres modes lourds. Mais il y a également, enfin, on passe passer presque tous les modes, la rocade des gares, donc le service à haut niveau de service, le bus à haut niveau de service qui va bientôt arriver, qui va desservir la rocade des gares, qui va passer également sur la gare d'Austerlitz. Et je dirais qu'en plus, à plus grande échelle, on se situe dans ce qui s'appelle le tripôle des gares, entre la gare d'Austerlitz, la gare de Lyon et la petite gare de Bercy, qui crée un véritable lieu de mobilité au service de Paris, de l'Île-de-France, et avec toutes les destinations qui sont desservies au départ de cette gare. Un mot, parce que j'ai déjà dépassé mon temps, sur le programme de la gare, que vous avez aperçu. 3 grands éléments. La partie vraiment cœur, qui est la grande halle voyageur, que l'on veut vraiment restituer en termes de lieu de vie et lieu d'intermodalité, puisqu'aujourd'hui, quand vous arrivez par un train dans la grande halle, vous n'y passez
presque pas, vous sortez tout de suite et vous allez prendre un autre mode de transport en sortant, en échappant au fond de ce grand volume. C'est le deuxième plus grand volume de grandes halles en France après celle de Bordeaux. Et voilà, donc on veut restituer, ça a été également évoqué, ce patrimoine historique, cette splendeur, et le restituer aux gens qui sont dans leur parcours de mobilité en faisant que l'intérieur de cette grande halle voyageur soit le lieu d'interconnexion, le lieu d'échange. Des éléments d'intermodalité qui sont également forts sur les abords, avec 2 grands espaces piétons, un côté scène et un autre côté muséum, et un dispositif d'offre commerciale qui est adapté sur l'ensemble à la fois des parcours clients et une offre de destination qui complète le dispositif, qui est opéré par Altarea, et voilà, et qui se développe sur plusieurs zones à l'échelle du grand projet, à la fois dans les espaces voyageurs, dans les infrastructures de la cour muséum et dans l'infrastructure de l'ensemble A7 A8 qui va vous être présenté plus en détail par Dietmar. Oui, merci Bruno. Bonjour. Donc le projet, vous voyez bien, en fait, c'est un projet qui est assez grand, très complexe. Il comprend la gare, il comprend aussi donc le bâtiment qui fait face à la gare, qui fait face en parallèle. Vous voyez sur cette image-là, en fait, les différents programmes. En vert, en fait, c'est le programme du bureau, qui sont accompagnés donc par des logements au sud. C'est des logements sociaux, mais aussi des logements étudiants. Il y a aussi un hôtel qui est à l'angle sud-est, et des commerces et des parkings. Et qui dit commerce dit aussi livraison. La livraison au niveau -1 et la dépose minute pour la gare. Les parkings sont aussi destinés à la gare. Donc finalement, le bâtiment il est très lié. Et les deux, la gare plus le nouveau bâtiment A7 A8 forment un tout autour de la cour muséum, en fait, qui crée un nouvel espace public. Finalement, en fait, les bâtiments sont l'appui de l'espace public, un espace public qualifié autour desquels en fait, on crée des fonds de scène, des bâtiments de grande qualité, des bâtiments donc, d'une ambition environnementale très forte. En fait, vous voyez donc, sur l'image un peu la disposition donc, entre la Seine et le parc Marie Curie. On est dans un site en fait, qui est en quelque sorte l'aboutissement donc, de Seine-Rive Gauche, mais en quelque sorte, je dirais c'est presque le début, en fait, c'est un peu la tête qu'on soit. Le projet, donc, il est complexe en soi. On a ajouté une complexité parce que en fait, ce bâtiment-là, donc, on l'a découpé en plusieurs écritures architecturales, si on veut. Donc, on est 5 architectes. Nous, déjà, en fait, c'est une équipe que moi je mène, un commandataire, avec une équipe NAJA, donc des jeunes architectes in space, A7C, en fait, un cabinet d'architectes qui sont assez calés sur des opérations tertiaires. Il y a aussi TVK, donc, qui se sont fait un renom avec la Place de la République, une équipe autrichienne, Henke Schreck. Donc, vous voyez bien, donc, on est extrêmement avec des compétences très, très, très variées. Et on parle des projets urbains, donc on est en plein dedans. Et cette complexité, on l'a encore complexifiée par cette opportunité de travailler ensemble. Donc, du coup, on a essayé de faire des projets imbriqués. Donc, c'est pas des bâtiments qui sont un à côté de l'autre, mais qui s'imbriquent et qui se parlent et qui finalement essaient de trouver une unité dans une diversité. Donc on a chacun son écriture architecturale et en même temps on s'harmonise au niveau de la matérialité, une matérialité très forte, très directe, assez brute, assez serein, avec l'éclairage naturel, en fait, évidemment qui est très très présente, avec une ambition environnementale très forte. Donc à cette complexité se rajoute aussi une complexité technique, structurelle. On se place sur une grande partie du métro de la ligne 10 et on est traversé par la ligne 5, en fait, le bâtiment même. Donc ce que vous voyez en fait sur cette image-là, donc c'est qu'il est à la fois fascinant et en même temps évidemment complexe. C'est qu'il est aussi intéressant avec cette ligne en hauteur. En fait, elle l'amène aussi, elle accompagne en fait le cheminement des piétons vers la gare. On accompagne donc le long du boulevard de l'hôpital qui trouvera justement aussi une nouvelle force autour de ce bâtiment-là. Et quand je disais on construit un peu la tête, donc vous voyez on a amplifié l'angle. L'angle en fait, ça c'est l'angle nord en fait qui est vers Paris et on propose donc un peu en point culminant en fait un espace en fait qui célèbre totalement sa situation urbaine et après vous voyez aussi dans l'écriture qu'on cherche
a créé beaucoup de rapports entre l'intérieur et l'extérieur. Donc il y a ces alcôves, ces balcons en fait, qui font partie du bâtiment de bureau, il y a qui finalement font référence à l'espace public et à cette possibilité d'investir les toitures, d'investir les façades et aussi les cours intérieures. Donc on parlait de la cour muséum, donc là c'est entre la gare d'Austerlitz, on va vite parcourir un peu le projet et je pense qu'on aura peut-être l'opportunité de vous répondre à vos questions. Donc, la cour muséum, donc cette cour intérieure entre la gare et le nouveau bâtiment. De l'autre côté, donc là, on entre sous la porche. Vous voyez, donc on traverse le métro et là, on a une cour très en longueur qui est au niveau -1 et qui donne accès directement au métro. Et qui est accompagné donc d'un centre commercial qui propose à la fois des commerces de flux, mais aussi des commerces qui complètent les commerces qui sont présents déjà dans les quartiers. Là, on a un axe est-ouest en fait qui est important parce qu'elle relie finalement la gare de Lyon à travers de la Seine avec la gare d'Austerlitz et avec le quartier du 13e plus à l'ouest et justement qui nous permet à requalifier donc les jardins Marie Curie. Là, pour finir, donc vue de nuit, et vous voyez que finalement le bâtiment il va prendre place en fait dans son quartier. Alors une des complexités dans ce cadre relativement exigeant qui vous a déjà été présenté, c'était de parvenir à concevoir des bâtiments de bureaux qui soient efficaces et attractifs pour des utilisateurs. Parce qu'effectivement, quand nous concevons avec nos architectes des bâtiments de bureaux, notre objectif principal, c'est de les rendre le plus que les espaces soient le plus modulables possible, le plus confortable possible, et puis que l'ensemble de bureaux offre le plus de services possible. Comment est-ce que nous avons fait pour y parvenir ? Tout d'abord, nous avons travaillé sur 3 profondeurs de bâtiments sur un plan d'étage courant différentes. Une profondeur de 12 mètres qui est propice aux bureaux cloisonnés, une profondeur de 18 mètres qui permet de mixer bureaux ouverts, salle de réunion et bureaux fermés. Et puis pour relier notamment les 2 grands bâtiments de 18 mètres que vous voyez, eh bien, des liaisons, des bâtiments ponts que vous avez aperçus aussi sur les perspectives précédentes de 16 mètres de largeur et qui, tels qu'ils sont positionnés, sont réalisables moyennant quelques prouesses techniques, sans aucun poteau intermédiaire et sans aucun obstacle, ce qui fait de très très beaux espaces de travail. Et qui permettent de relier, de rendre ce plateau de 7000 m² facilement utilisable et de connecter les équipes. Pour mieux connecter les équipes aussi, qui est un élément vraiment de plus en plus important dans le travail et les nouveaux modes de travail, nous avons imaginé des circulations verticales, des escaliers, directement au premier jour, et ce qui permettra au personnel de monter, de descendre d'un étage en restant dans un espace extrêmement qualitatif. Et puis, autre élément clé à notre sens, c'est la connexion vers l'extérieur. Dietmar en a parlé tout à l'heure. Et donc, à chaque étage, nous proposons de très nombreuses loggias et balcons que vous voyez ici, qui permettent d'agrémenter l'usage des bureaux sans avoir besoin de redescendre au rez-de-chaussée, par exemple, ou de monter en toiture. Deuxième volet, on en parlait tout à l'heure, les services. Nous avons intégré dans notre projet tous les services qu'il était possible d'imaginer pour un tel ensemble de taille importante. Parmi les principaux, plusieurs restaurants qui offriront donc une possibilité de menus variés, un espace de coworking et de centre de conférence qui sera situé au R+1 en liaison avec le hall principal qui est au rez-de-chaussée, un café contemporain qui lui sera à côté de ce hall principal et qui fera la liaison entre le centre de conférence et le rez-de-chaussée, qui permettra le matin par exemple d'avoir des réunions informelles avec ses visiteurs ou toute la journée de venir prendre une collation et de travailler dans une ambiance plus détendue. Un espace d'exposition qui, pour de très grands groupes ou de très grands utilisateurs ou des startups, pourront être des lieux d'expression de leurs actions en cours et de promotion. Et puis un auditorium qui se veut à la fois un outil pour les utilisateurs du futur ensemble, mais également, puisqu'il est ERP, un outil ou un équipement à disposition de la ville, puisqu'il pourra accueillir des manifestations organisées par le Muséum d'histoire naturelle, par exemple, ou la PHP.
Et d'ailleurs, pour symboliser cela, Dietmar n'en a pas encore parlé, mais il a prévu un auditorium avec une façade sur l'extérieur, ce qui permet d'admirer le passage de la ligne 5 de métro depuis l'intérieur et vice-versa. Quelques images de référence pour montrer que nous souhaitons que ces espaces de service soient des espaces très qualitatifs, bien entendu, mais aussi très conviviaux, où il fait bon vivre. Comme par exemple le restaurant, même si à ce stade ce n'est qu'une image d'artiste, le restaurant ou une des salles de restaurant qui doit pouvoir dans la journée devenir également un lieu de réunion, ou l'espace brasserie qui a une très belle terrasse, vous la voyez en bas à droite, donnant sur un grand jardin qui doit pouvoir devenir le lieu d'un cours de fitness ou de gymnastique le soir. Peut-être arrêter parce que je ne suis pas tout à fait fini. Autre pilier de la conception, on en a parlé une ou deux fois, de ce projet, c'est le développement durable, avec trois éléments très forts, la nature et la biodiversité, l'énergie et l'empreinte carbone. Pour ce qui concerne la nature et la biodiversité, nous avons la chance de nous situer à la jonction entre deux très grands espaces verts, les jardins de la Pitié-Salpêtrière, qu'on aperçoit derrière tout en haut de l'image, et puis le jardin des plantes. Et grâce au jardin Marie Curie, qui est étendu par la CMAPA dans le cadre de ce projet, de près de 7000 m², grâce aux près de 7000 m² de jardins et de toitures agricoles que nous rajoutons dans notre projet, et aux 4000 m² d'arbres plantés dans la cour muséum, on recrée environ 2 hectares d'espaces verts qui vont faire le lien entre ces deux grands jardins et recréer un corridor écologique en quelque sorte. Nous utilisons bien entendu les terrasses agricoles pour créer également des lieux événementiels, des lieux de travail éventuellement, des lieux de visite, pourquoi pas pour des écoles et de jeunes enfants qui viendraient découvrir la biodiversité à Paris. Ensuite, là quelques images pour vous montrer la diversité de ces espaces. Rapidement, parce que le temps est compté, la performance énergétique, nous avons, en travaillant l'enveloppe, réussi à réduire de 60% les consommations énergétiques par rapport à la RT 2012 et nous compensons une partie conséquente de ces consommations par la mise en place d'une ferme photovoltaïque sur la totalité des espaces de toiture disponibles une fois qu'on a mis en place les espaces d'agriculture urbaine. Et l'ensemble est géré via une smart grid qui essaie de rendre ensemble les programmes avec des besoins différents plus intelligents. Concernant la réduction de l'empreinte carbone, nous nous orientons vers une sélectivité des matériaux de construction de telle sorte à avoir plus de 50% des matériaux intérieurs biosourcés. Nous avons également fait en sorte que toutes nos façades soient construites à base de bois. Donc ça fait 31 000 m² de façade. Et puis toutes les portées de plancher qui ne nécessitent pas de poteaux en recoupement avec une structure bois seront réalisées en bois. Tout ceci nous permet d'obtenir 6 certifications et labels au minimum. Enfin, nous en visons d'autres, mais c'est ceux sur lesquels nous nous engageons, que l'on peut classer en 5 catégories: sobriété énergétique et développement durable, biodiversité et nature, santé bien-être et réduction de l'empreinte carbone et connectivité et performance digitale.